Bienvenue dans Bloc Mémo, un podcast qui donne une voix à une série de constructions, blocos ou bunkers du mur de l'Atlantique. Je suis Béatrice Fleury, enseignante-chercheur à l'Université de Lorraine, au Centre de recherche sur les médiations. Et aujourd'hui, j'échange avec Jean-Paul Lescorce, un Soulaquais qui, depuis les années 2000, c'est-à-dire depuis qu'il est en retraite, fait visiter des constructions de la batterie des Arros qu'il a contribué à sortir de l'oubli. Dans ce premier épisode le concernant, il revient sur certains moments de sa vie qui expliquent son engagement et sa volonté de voir valoriser des constructions du mur de l'Atlantique, situées dans le Nord-Médoc, entre Soulac-sur-Mer et le Verdon. Donc Jean-Paul, nous sommes ici près de la batterie des Arros. Vous m'avez raconté un certain nombre de choses sur votre histoire, sur vos parents. Est-ce que vous pourriez redire ce qui vous rattache à ce lieu ? Alors ce qui me rattache à ce lieu, tout simplement, enfant, j'ai vécu l'occupation et j'ai vu arriver les premiers Allemands, c'était le 27 juin 1940, voilà. Ils arrivent, ils sont 4400 et dès le soir même, il faut qu'ils s'installent. Donc ils vont réquisitionner très rapidement l'établissement de mes parents, situé dans la rue piétonne à Soulac. Voilà, c'était le grand café riche, tenu par mes parents. Et ils vont réquisitionner le soir même pour en faire un endroit convivial pour tous les officiers de la Kriegsmarine allemande. Donc mes parents et moi, nous avons été obligés de cohabiter, parce qu'on n'avait pas le choix. Et dès le lendemain matin, mon père était déjà réquisitionné comme STO, service du travail obligatoire, pour construire ici le premier bunker que nous allons visiter tout de suite. Combien de temps est-ce que votre père a travaillé pour les Allemands à la construction de ce Oui, bunker ? il a été obligé, il était cuisinier de métier, où il travaillait chez lui, avec son épouse, c'est-à-dire ma mère. Et donc, en tant que STO, il n'avait pas le choix. Il a été réquisitionné tout de suite. Quand vous parlez des personnes qui ont construit ces bunkers, il y a des personnes qui vivent dans le Médoc, donc qui sont à proximité. Oui, qui sont encore vivants. Et dont certains sont encore vivants. Mais ils ont dépassé les 90 ans. Oui. Ah oui. Mais est-ce qu'il y a également des travailleurs étrangers qui sont là, des prisonniers allemands? Ah bien sûr. Ouais. Donc quelle nationalité était présente? Il y avait, alors, je vais vous donner les chiffres quand même d'Atlantic Val. C'est énorme. Bon, la distance on la connaît, ça part du nord des côtes de Norvège jusqu'à la frontière basco-espagnole. Les chiffres, ça représente 10 millions de mètres cubes de béton, 1 200 000 tonnes de ferraille, 400 000 hommes de toute nationalité, dont 150 000 Français. Toute nationalité, il fallait des bras. Voilà, et même ici aussi, dans toutes les régions, dont celle-ci. Il y avait aussi... Oui, il y avait des Espagnols, des Italiens, il y avait 150 000 Français. Quand vous avez commencé ce travail, est-ce que vous avez été pris pour un dingue? Les Soulaquais, particulièrement, je le sais, ils m'ont traité de fou. Donc ça veut dire que dans les années 2000... Eux, ils comprenaient pas, il y avait que moi qui savais ce que je faisais. Voilà. En même temps, je faisais un double devoir de mémoire. Pour mon père, tous les gens qui ont construit, et les 398 Français qui sont tombés sous les balles allemandes pour nous libérer. Et comme je représente une association non partisane, en tant que président de l'association historique de la poche Nord-Médoc, je rends hommage aussi aux officiers allemands qui m'ont protégé, moi et ma mère, qui m'ont gâté, protégé, et j'ai un hommage à leur rendre aussi. Ah ben donc oui. Vous avez aussi un hommage à rendre aux Allemands que vous avez rencontrés à ce moment-là. C'est ça. Et
Et c'était Il y a- j'étais les officiers parce que les soldats, je les connaissais pas. J'avais que dans mon café, le soir, que les officiers de la Kriegsmarine. Votre mère a été punie, mais Ma mère, eh ben, elle a été punie par l'armée française à la libération, la période qu'on appelait la purge, où il y a eu beaucoup D'accord. de gens qui ont été fusillés comme collabos. est-ce que Alors, ma c'est... mère, elle s'est retrouvée dans des baraquements dans la banlieue de Bordeaux, à Ésine. Elles étaient 300 femmes nord-médocaines comme collaboration. Ah Et oui, elles sont restées enfermées dans des baraques 3 mois. oui. Et du jour au lendemain, ma mère, elle disparaît. Et vous n'avez Ah non, su elle- qu'après ce qui lui oui, était arrivé. moi j'étais enfant. Alors, une amie à ma mère, elle me dit, t'inquiète pas, Jean-Paul, j'ai des nouvelles de ta maman. Elle est dans une maison de repos. Elle était fatiguée. Donc, elle va revenir très bientôt. Donc, pour moi, c'était lourd. Pendant 10 ans, c'était lourd pour moi à porter Je ça. Hein. comprends. Et pour pas que elle m'a raconté son histoire, pour pas que je l'apprenne par quelqu'un d'autre. C'est comme une double histoire à laquelle vous rendez hommage. Une histoire qui est un peu sombre, celle de votre mère, Oui. et une histoire plus, c'est pas héroïque, celle de votre père, mais qui est plus conforme à ce que l'on attend, la contrainte Oui. de devoir. Alors j'ai fait un bouquin avec un autre auteur, un copain qui est déjà auteur, il m'a enregistré comme vous faites, et il a romancé tout ça. Et ce bouquin, il est sorti, c'est le premier tome, ça s'appelle Le roman de Soulac. Voilà, je voudrais savoir cet intérêt pour les bunkers, dont vous dites que vous avez commencé en 2000 à faire tout un travail sur le terrain, Oui. mais avant, entre votre enfance Oui. et les années 2000, Oui. comment vous avez Je travaillais vécu? comme tout le monde pour gagner Voilà. ma vie. Je suis né dans un café. Ma mère n'a pas pu rouvrir son café parce qu'il a été pillé, pas par les Allemands, mais par les Français. Voilà. Malheureusement. Et donc, elle a pris la suite de l'hôtel d'Escorce de sa belle-mère, qui partait à la retraite. Et donc, mon père étant décédé, je me suis retrouvé adolescent. J'avais même pas 15 ans. Hein. Soutien de famille, j'ai aidé ma mère à tenir son hôtel. Alors, j'étais à l'école, mais j'avais pas le niveau pour passer mon certificat d'études. Ça fait que j'ai aucun diplôme, je sais juste lire et écrire. Alors, j'ai aidé ma mère à tenir son... Et j'étais saisonnier, travailleur saisonnier, parce que l'hiver, ici, il n'y a pas de tourisme. Et c'est ville morte, ici. C'est une station balnéaire. Alors, avec mon épouse, on est parti dans l'Isère, au-dessus de Grenoble, à Villard-de-Lans, parce que sa grand-mère habitait à Villard-de-Lans à l'époque. Et on a travaillé dans l'hôtellerie-restauration, parce que moi, je savais rien faire d'autre. Voilà, mais ces lieux dans lesquels vous aviez passé des années d'enfance, est-ce que vous y reveniez? Parce que avant d'avoir ce projet d'aménager les lieux en 2000, vous deviez peut-être vous promeniez ici, peut-être que vous aviez envie d'en faire quelque chose. Comment c'est venu cette envie? Pour nettoyer les bunkers. Oui, c'est ça. Alors, c'était pour rendre hommage à mon père. Et puis ces constructions, ça m'a fasciné déjà enfant. Voilà, c'est ça. Et parce que j'étais bien reçu et protégé. J'étais le seul Français autorisé à rentrer dans leur bunker avec eux. Oui. Donc, ça m'a fasciné tout ça, enfant. Ça m'a interrogé. Tous les jours, je découvrais quelque chose. Je savais pas ce que c'était la guerre. Je savais pas ce que c'était les Allemands. Je comprenais pas pourquoi ils parlaient pas ma langue, pourquoi ils avaient des casques et des fusils. Tout ça, ça m'a pas passionné, mais ça m'interrogeait, quoi. Voilà. Et tous les jours, je découvrais quelque chose au fur et à mesure où je grandissais. Oui. Et après, ça ne vous a pas frustré que de ne pas pouvoir vous y intéresser plus? Enfin, il y a eu comme une période où vous avez fait autre chose et vous revenez à ce sujet plus tard. Dès que j'ai été à la retraite, j'y suis revenu. Hein, vous êtes revenu à la retraite? Ah oui, parce que ça me trottait dans la tête. Je savais pas, je voulais savoir comment fonctionnaient ces ouvrages pharaoniques. Comment ils ont été construits, avec qui, avec quoi, pourquoi et comment. J'ai le sentiment que je connais pas tout. Oui. Voilà.
Et c'est pour ça que ça interpelle des personnes comme vous, des journalistes, des universitaires. J'en ai toute l'année. Ou par téléphone, ou alors ils viennent. Et je suis passé sur toutes les chaînes. Oui, j'ai vu. Et je suis passé sur toutes les chaînes allemandes aussi. Ah oui, aussi. Ah oui, j'ai eu la télévision belge, j'ai eu la télévision franco-basco-espagnole pour rendre hommage aux soldats de Guernica. Qui Voilà. étaient prisonniers. Ils sont venus lutter contre les Allemands ici. Et donc c'est là où je me suis vu parler espagnol avec le mouvement des lèvres, ça correspondait aux paroles. Et ça m'a scotché parce que je parle pas du tout l'espagnol. Et là je parlais l'espagnol. Je me suis vu là parce qu'ils m'ont envoyé la cassette, le film. Voilà. Ça m'a fait rigoler. Quand vous étiez enfant, vous avez vu ce... Ah ben, je pouvais y aller tous les jours quand je voulais. J'avais l'autorisation du commandant des Arros allemand, puisque il venait consommer dans le café de mes parents tous les soirs. Et vous étiez le seul enfant, je pense. Oui, et j'étais protégé par eux. Donc on va se rapprocher. Et je vais vous raconter. C'est voilà. mon père qui va vous raconter. Alors je vois une plaque. Qu'elle a été... Alors oui, elle a été posée par les familles des anciens combattants il y a une vingtaine d'années parce qu'on faisait les commémos ici avec un dépôt de gerbes pour rendre hommage aux 398 FFI qui sont tombés sous les balles allemandes pour nous libérer. Alors, je vais vous expliquer comment ce bunker, c'est mon père qui y parle à ma place. Voilà. Nous étions jour et nuit avec équipe de 3-8. Moi, j'étais dans l'équipe de jour pour construire. J'étais affecté au béton. Voilà. Alors ça me change un peu parce que je suis cuisinier de métier et du jour au lendemain, je me retrouve à construire les bunkers, à manipuler des bétonnières de grande capacité, énormes, qui peuvent circuler sur rail. Il y en avait 5. On peut les mettre en ligne, donc on appelle ça en batterie, et où on en met une sur chaque façade de l'ouvrage, et au commandement, le béton se déverse dans les coffrages qui sont numérotés, parce que s'il y a un autre bunker du même type à reproduire, il faut numéroter tous les coffrages. Alors, nous avons une mitrailleuse braquée sur nous, elle était là, voilà, sur la petite butte, et de ce côté, il y avait 5 soldats qui étaient armés, qui nous surveillaient, qui fait quoi, qui fait comment, pour éviter le sabotage. Nous avons une demi-heure pour casser la croûte avec la gamelle, et on fait 8 heures par jour. Et le soir, je suis libéré et je rentre chez moi au Grand Café Riche avec mon épouse, et il faut servir à boire. Je servais à boire aux officiers qui me commandaient la journée. Voilà. Voilà alors ce bunker, il a été coulé en 46 heures non-stop, c'est-à-dire une journée et une nuit complète. Alors on pratique les 3-8 et dans chaque équipe il y a tous les corps de métier, c'est-à-dire la construction va très vite. Alors le ciment était fourni par les cimenteries Lafarge, qui était payé par l'organisation Todt allemande. Et qui c'est qui payait l'organisation Todt allemande? Ben c'était le gouvernement français du maréchal Pétain. Nous retrouverons Jean-Paul Lescorce dans le prochain épisode de Bloc Mémo. Après avoir fait parler son père pour expliquer les conditions dans lesquelles les bunkers ont été construits, il nous fera visiter quelques bunkers de la batterie des Arros,
décrivant leur organisation et leurs fonctions et insistant sur l'importance qu'il y a à les préserver.